Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 5, réponse T, section A, activation des cellules T par les cellules présentatrices d'antigènes. Dans ce cours, nous décrirons comment la cellule T est activée par la cellule dendritique. Ce cours nous permettra de réviser de nombreux concepts discutés dans les cours précédents. L'activation des cellules T repose typiquement sur deux événements. L'engagement du TCR. Il s'agit d'une étape qui implique la liaison du complexe TCR-CD3 par les fragments d'antigènes présentés par les molécules MHC des cellules présentatrices d'antigènes. Le deuxième événement est la costimulation. Il s'agit d'une interaction non spécifique entre la cellule présentatrice d'antigènes et la cellule T. Ceci est illustré sur cette vidéo. Vous avez ici une cellule dendritique. Elle va capturer l'antigène et le présenter sur une molécule MHC. Elle possède aussi à sa surface des récepteurs de pattern, par exemple des toll-like récepteurs, qui sont capables de reconnaître des molécules signatures de danger. Ces toll-like récepteurs vont activer la production de molécules de costimulation. Voyez donc ici la capture de l'antigène et sa présentation sur une molécule MHC. Le signal issu d'un toll-like récepteur qui active une voie de signalisation conduisant à l'expression d'un facteur de costimulation. Ces deux éléments sont suffisants pour activer maintenant une cellule T naïve. Cette cellule T naïve va modifier ses récepteurs, produire de l'interleukine 2 et entrer dans une phase d'expansion clonale qui est une phase de division cellulaire. Les contacts initiaux entre une cellule dendritique et une cellule T sont au départ antigènes indépendants et médiés par des molécules d'adhésion cellulaire. On peut citer, sans le retenir, l'intégrine LFA1 des cellules T qui se fixe sur une protéine avec des domaines immunoglobulines appelés ICAM qui est exprimée par les cellules dendritiques. Après reconnaissance de l'antigène et l'interaction entre le TCR et le MHC peptide, il y a formation d'une jonction spécialisée à la surface cellulaire appelée la synapse immunologique. Une synapse comprend le complexe TCR-MHC peptide, les corécepteurs comme CD4, les molécules costimulatrices et des molécules d'adhésion cellulaire. On remarquera que les immunologistes aiment bien utiliser le vocabulaire des neurosciences. Dans le temps, il n'était pas rare que certains scientifiques considèrent que l'immunologie et les neurosciences sont comme deux domaines de sciences quelque peu supérieurs en termes de complexité. Cette hiérarchie des disciplines reflète une vision bien naïve qui cache bien souvent une recherche du pouvoir et un accès aux meilleurs journaux. Nous allons maintenant faire un gros plan sur chacun des éléments de la synapse immunologique. Le signal d'activation primaire est induit quand des TCR spécifiques à la surface d'une cellule T naïve reconnaissent le peptide antigénique présenté par une molécule MHC. L'interaction TCR-MHC a fait l'objet de nombreuses études structurales. Vous l'illustrez ici. Chaque cellule T doit fixer l'antigène pour une période prolongée, de l'ordre de plusieurs minutes, ou de façon répétée, afin d'accumuler suffisamment de signal pour initier une réponse. On remarquera que le TCR reconnaît le peptide et la molécule MHC. Le corécepteur, ici CD4, mais cela pourrait être CD8, va se lier à un autre domaine de la molécule MHC. Enfin, nous rappellerons que le TCR n'est pas une molécule de signalisation proprement dite. Son domaine intracytoplasmique est très petit. Il interagit donc avec une autre molécule appelée CD3 qui est composée de plusieurs sous-unités pour activer la voie de signalisation. Il existe des toxines bactériennes qui détournent à leur profit la fonction de reconnaissance de l'antigène par le TCR.
il s'agit des superantigènes. Il s'agit de protéines produites par des virus ou des bactéries qui fixent simultanément la région V du TCR et le MHC. Ainsi, le superantigène établit un pont entre le TCR et le MHC, permettant l'activation de la cellule T même si le peptide n'est pas spécifique. Parmi les superantigènes, on trouve des entérotoxines de staphylocoque. Ces toxines peuvent provoquer des intoxications alimentaires graves et le syndrome du choc toxique. Les superantigènes n'induisent pas de réponse immunitaire adaptative, mais déclenchent une production massive de cytokines qui peuvent causer de la fièvre et un choc. Ils produisent aussi une activation polyclonale non spécifique des lymphocytes T. Les superantigènes sont parfois utilisés comme outils expérimentaux en tant qu'activateurs polyclonal pour étudier les réponses T. Il existe deux classes principales de molécules de costimulation. D'une part, CD80 et CD86, que l'on appelle encore B7.1 ou B7.2. Donc vous trouverez dans vos livres soit l'indication B7, soit l'indication CD86, CD80. Ces molécules appartiennent à la famille des immunoglobulines. Elles interagissent avec leurs corécepteurs sur les cellules T, CD28 et CTLA4. Ces molécules assurent la costimulation principale, le signal 2, aux cellules T naïves au repos. Elles réduisent le seuil nécessaire à la transduction du signal du TCR. Ainsi, la liaison du TCR sur le MHC peptide n'est pas suffisante pour activer une cellule T naïve en absence de la costimulation exercée par les molécules CD80 et CD86. Le deuxième couple de molécules de costimulation est CD40 ligand. Ces protéines appartiennent à la famille du TNF récepteur. Vous trouvez CD40 sur les cellules présentatrices d'antigènes. CD40 stimule les cellules dendritiques à augmenter l'expression des facteurs de costimulation CD80, CD86 et à produire plus de cytokines activatrices comme l'interleukine 12. CD40 ligand est quant à lui exprimé sur les cellules T. Il s'agit d'un marqueur de différenciation. CD40 ligand joue un rôle en augmentant la capacité des cellules dendritiques à produire plus de costimulation. Ceci va être illustré sur cette vidéo. Vous avez ici une cellule présentatrice d'antigènes qui présente le peptide sur sa molécule MHC et des molécules de costimulation comme CD80 ou CD86. Nous verrons que ceci va induire la production de CD40 ligand. Donc vous avez ici induction de la production de CD40 ligand dans la cellule T. CD40 ligand, en se fixant sur le récepteur CD40, va activer dans la cellule dendritique de la production de molécules de costimulation. Il s'agit ainsi d'un feedback exercé par la cellule TCD4 vers la cellule dendritique qui va jouer, nous le verrons plus tard, un rôle important dans l'activation des TCD8. Ainsi, la synapse immunologique induit une transformation de la cellule T, mais aussi une modification de la cellule dendritique. En nous répétant une dernière fois, nous allons rappeler le rôle important de la costimulation. Sur ce schéma, vous voyez une cellule T naïve qui reçoit uniquement le signal 1 en absence de costimulation. Cette cellule T devient anergique, c'est-à-dire qu'elle peut fixer l'antigène, mais ne sera pas activée. La voie de signalisation activée par le TCR est bloquée et ne peut modifier la cellule T naïve. Ici, vous avez une cellule T naïve qui reçoit à la fois le signal 1, le peptide présenté par la molécule MHC, et le signal 2,
la fixation d'une molécule de costimulation CD80-CD86 sur le ligand CD28. Cette cellule T s'active, produit de l'interleukine 2 et se met à se diviser. Le rôle de la costimulation est illustré par l'effet des adjuvants qui favorisent l'expression des molécules costimulatrices. La costimulation garantit que les cellules T ne soient activées que dans un contexte infectieux. Une compréhension approfondie de la biologie des costimulateurs est essentielle pour le développement des immunothérapies et des vaccins. Analysons maintenant le rôle des molécules d'adhésion. Afin de stimuler une réponse efficace, l'interaction des cellules T avec les cellules présentatrices d'antigènes doit être stabilisée suffisamment longtemps pour franchir le seuil de signalisation requis. Ceci est assuré par des molécules d'adhésion sur les cellules T, dont les ligands sont exprimés sur les cellules dendritiques. La plus importante de ces molécules d'adhésion appartiennent à la famille des protéines hétérodimériques appelées intégrines. Vous avez par exemple ici LFA1 qui va se fixer sur la protéine ICAM. Vous voyez ici le facteur CD2 qui se fixe sur la protéine LFA3. Dans notre cours, nous avons pris pour exemple l'activation d'une TCD4 par une cellule dendritique. Nous allons maintenant nous intéresser à l'activation d'une TCD8 par une cellule dendritique. On notera quelques différences. On va d'abord souligner qu'il existe deux modes de présentation de l'antigène pour la TCD8. Le premier mode est le fait que la cellule dendritique est elle-même infectée par un microbe cytoplasmique. Ainsi, elle va être capable de présenter des peptides du microbe sur une molécule MHC classe 1 par la voie endogène et produire des molécules de costimulation. Dans ce cas-là, une infection par exemple virale peut déclencher une réponse TCD8 en absence de T-helper. Mais dans la plupart des cas, la cellule dendritique n'est pas infectée elle-même par le virus ou le microbe. Elle va rencontrer l'antigène en phagocytant une cellule infectée par le virus. Ainsi, vous avez ici par exemple une cellule épithéliale infectée par un virus. Cette cellule va mourir, va être phagocytée par une cellule dendritique. Les peptides du virus vont être présentés sur les molécules MHC classe 2 et qui sont susceptibles d'activer les TCD4. Grâce à la présentation croisée, ces peptides vont aussi être présentés sur des molécules MHC classe 1 susceptibles d'activer des TCD8. Dans ce cas-là, l'activation d'une TCD8 requiert l'aide d'une cellule T CD4. La cellule TCD4 va activer la cellule TCD8 de deux façons. D'une part, en renforçant la capacité de la cellule dendritique à produire des molécules de costimulation. Il s'agit de l'interaction CD40 ligand sur la cellule TCD4, CD40 sur la cellule dendritique, qui, comme nous l'avons vu précédemment, augmente la production des facteurs de costimulation CD80 et CD86. La deuxième façon par laquelle le TCD4 agit sur la cellule TCD8 est via la production de cytokines. Ainsi, dans la plupart des infections virales, l'activation d'une TCD8 requiert l'aide d'une TCD4. Cette dépendance des cellules TCD8 aux cellules T-helper explique pourquoi les patients qui sont infectés par le virus du sida, le VIH, sont incapables de monter des bonnes réponses immunitaires contre ce virus. Ainsi, le virus HIV colonise les TCD4, les détruisant, ce qui empêche d'activer une réponse TCD8 efficace. Soulignons que la plupart des réponses antivirales TCD8 nécessitent l'aide d'une TCD4. Donc le concept de présentation croisée et le rôle
de la TCD4 dans l'activation de la TCD8 sont importants à bien comprendre. Il est temps de résumer ce que nous avons appris. D'abord, que les lymphocytes T sont activés suivant des phases séquentielles. Activation du lymphocyte T par la cellule dendritique, division du lymphocyte T et expansion clonale par prolifération, puis différenciation des cellules T en cellules T effectrices, tandis qu'une partie de la descendance se différencie en cellules T mémoire. Puis nous avons une phase de contraction avec l'élimination des cellules T effectrices. Nous avons vu que les cellules dendritiques et les cellules T interagissent en formant une synapse immunologique qui comprend le TCR et ses corécepteurs CD4 et CD8 qui se fixent sur la molécule MHC et son peptide. Nous avons des facteurs de costimulation avec leurs récepteurs et enfin des molécules d'adhésion qui rapprochent la cellule dendritique de la cellule T et permet l'activation des voies de transduction. Nous avons vu qu'il existe deux types de costimulation. D'abord, l'expression des facteurs CD80, CD86, qu'on appelle encore B71 ou B7II, sur les cellules dendritiques, qui apportent le signal 2 de danger. Enfin, nous avons l'expression de CD40 ligands sur les cellules T, qui, en se fixant sur CD40 dans la cellule dendritique, augmentent les facteurs de costimulation sur les cellules dendritiques. Il s'agit d'une boucle de contrôle positive. Nous avons vu qu'il existe deux modes d'activation des TCD8 par les cellules dendritiques. Dans le premier cas, une cellule dendritique est infectée, par exemple par un virus. Elle peut activer les TCD8 en absence de cellules TCD4. Le pathogène fournit le signal de costimulation, tandis que l'antigène est présenté par la voie endogène sur un MHC classe 1. Mais dans la plupart des cas, la cellule dendritique va phagocyter une cellule infectée. Elle peut activer les TCD8 avec l'aide d'une TCD4. La présentation croisée va permettre de présenter l'antigène sur une molécule MHC classe 1. L'activation des TCD8 requiert des signaux qui sont fournis par les TCD4. Ils sont assurés par la production de cytokines et un feedback positif à travers les cellules dendritiques via l'interaction entre CD40 ligands sur la cellule T et CD40 sur la cellule présentatrice d'antigènes qui augmente la production de facteurs de costimulation CD80 et CD86.